Historien, professeur des universités et auteur de nombreux ouvrages, François Dos présentait à la librairie Ombre Blanche, mardi 21 janvier 2020, son nouvel ouvrage, Pierre Vidal-Naquet, Une vie, publié aux éditions La Découverte. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes absolument ravis d'accueillir François Dos une fois de plus, ici à Ombre Blanche, et de remercier Ombre Blanche de nous accueillir une fois de plus, j'allais dire Isabelle et moi, puisque c'est un peu une reconstitution de Ligue dissoute qui s'opère à chaque fois avec le même plaisir depuis maintenant à peu près 5 ans que nous travaillons ensemble. Dire aussi que cette rencontre avec François Dos autour de la figure de Pierre Vidal-Naquet est une forme d'anticipation du festival Histoire à venir, qui à nouveau pour la 4e fois se tiendra à Toulouse le week-end du 14 mai, du 14 au 17 mai. Et pourquoi ? Parce que Pierre Vidal-Naquet, il correspond à nos 3 thèmes à Histoire à venir. C'est à la fois bien sûr un homme qui a renouvelé l'écriture de l'histoire, pas seul, on le verra, avec 2 autres mousquetaires, mais en introduisant l'anthropologie historique dans le champ de l'histoire ancienne. C'est aussi du côté, cette fois-ci, de Histoire et démocratie, l'intellectuel engagé que l'on connaît et sur lequel il va falloir discuter avec François Dos en détail pour voir quel type de figure de l'intellectuel il incarne. Est-ce que ça a du sens de dire qu'on peut être intellectuel à la façon d'un historien lorsqu'on s'engage dans le champ politique? Et puis Pierre Vidal-Naquet, c'est aussi un homme, alors là c'est le thème d'Histoire à venir cette année, dont l'œuvre illustre très très bien la réflexion sur les usages du faux. Les usages du faux, c'est le thème d'Histoire à venir en 2020. Et bien entendu, lorsqu'il a travaillé sur les Eichmann de papier, il s'agit bien sûr de s'occuper du faux, mais aussi lorsqu'il s'occupe du mythe de Masada, du légendaire de Masada, il y a toute la façon dont le vrai peut produire du faux et vice-versa, la façon dont c'est travaillé. Alors, d'abord et avant tout, il faut quand même présenter notre invité, Isabelle. Oui, bonjour. Donc François Dos, que vous connaissez peut-être puisqu'il est venu récemment à Toulouse nous présenter un de ses nombreux ouvrages, mais je vais y revenir. Donc, il est historien, spécialiste d'histoire de l'histoire, d'histoire intellectuelle, auteur de nombreuses biographies, dont récemment celle de Cornelius Castoriadis, de Pierre Nora. On verra qu'évidemment, il y a des liens qui se tissent aussi avec celle de Pierre Vidal-Naquet. Et puis, donc, je disais l'année dernière, alors là, c'est difficile à la fois de tenir le micro et une partie de l'œuvre. Donc, la dernière publication avant la bio de Pierre Vidal-Naquet, c'est la saga des intellectuels français, donc depuis 1944 et jusqu'à 1989. Alors, avec Vidal-Naquet, on va un peu au-delà. Et donc, un biographe, un serial biographeur, on pourrait dire, en quelque sorte. Et donc, peut-être on pourrait entrer directement dans le vif du sujet en te demandant pourquoi écrire une biographie, d'abord de Pierre Vidal-Naquet, ce qui est un peu étonnant peut-être aussi, c'est qu'il n'y en ait pas eu pour l'instant véritablement. Comment est-ce qu'on fait aussi pour écrire une biographie de quelqu'un qui s'est beaucoup raconté ? Parce que Pierre Vidal-Naquet a écrit des mémoires, il a aussi écrit différents textes, mais je te laisse y revenir. Et puis, comment est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait de ces textes-là ? Qu'est-ce qu'on va chercher éventuellement en plus ? Quelles étaient aussi les archives disponibles pour un tel travail de titan, puisque c'est un travail, je dirais, une biographie monumentale, on pourrait dire. Enfin, je ne sais pas si le terme te convient d'ailleurs, parce que ça fige un peu les choses, mais... Un pavé. Sous les pavés, la plage, comme on dit. Voilà. Donc voilà, les raisons et les modalités de... Faut d'abord vous remercier à tous d'être là, à vous, Isabelle et Olivier, de vous retrouver, le plaisir de vous retrouver. Et dans cette... remercier aussi la librairie, qui est une des meilleures, sinon la meilleure, je dis ça pas parce que je suis à Toulouse, de France. Et vous avez cette chance à Toulouse d'avoir cette excellente librairie. Et donc le plaisir pour moi d'être parmi vous. Alors,
par rapport à la question que tu poses, Isabelle, en effet, pourquoi Vidal-Naquet Bon, pour moi, c'est un peu de l'ordre de l'évidence, dans la mesure où j'ai croisé l'œuvre de Vidal-Naquet un petit peu dans tout mon parcours de réflexion sur l'historiographie, et même avant que je commence à travailler la question historiographique, puisque je dois beaucoup, et je suis content qu'il y ait sa photo dans le recueil photo de la bio, je dois beaucoup à mon professeur d'histoire grecque qui m'a permis de passer miraculeusement l'obstacle de l'agrégation. Je dis miraculeusement parce que j'ai quand même été formé dans une université qui était le centre expérimental de Vincennes, qui était contre les concours. Et donc, au jour où je me suis posé la question de passer les concours, on ne peut pas dire que j'étais particulièrement bien préparé. Et je dois dire que je dois beaucoup à Claude Mossé, qui est effectivement était la prof d'histoire grecque et qui m'a donné, même si je ne suis pas antiquisant, hein, et là, dans ce domaine, je ne suis absolument pas spécialiste, mais comme on avait la Grèce archaïque au programme de l'agrégation, c'est sûr qu'elle a été une magnifique préparatrice. Mais ensuite, évidemment, il se trouve que j'ai croisé Vidal-Naquet, pas en tant qu'homme, un petit peu, je le dirais peut-être, mais son œuvre, croisé parce que quand j'ai fait le Castoriadis, j'ai vu les dialogues qu'il y avait sur la Grèce entre Castoriadis et Vidal-Naquet. Quand j'ai écrit le Deleuze-Guattari, j'ai retrouvé Vidal-Naquet dans le GIP, c'est-à-dire le groupe Information Prison, aux côtés de Jean-Marie Domnac et de Michel Foucault. Quand j'ai publié ma biographie de Pierre Nora, on y reviendra, j'ai trouvé évidemment les deux compères, les deux Pierre, qui effectivement ont fait une revue de poésie et de littérature ensemble qui s'appelle Imprudence, et qu'ils ont lancé en 1948 et qui a été adoubée par René Char. Donc il y a là toute une histoire commune et pas simple. On y reviendra peut-être, parce que leurs relations sont très compliquées entre Nora et Vidal-Naquet. C'est un rapport un peu de chien et chat. Mais voilà, et aussi une proximité et à penser, à vivre un certain nombre de questions en tant qu'intellectuel juif. Mais là, je ne dirais pas comme Anderlin, juif français, mais on y reviendra peut-être, français juif. Hein. Et d'ailleurs, j'ai pas lu le bouquin d'Anderlin, mais j'ai regardé l'index et j'ai cherché Vidal-Naquet. Il n'y est pas. Il n'y est pas, et je pense que c'est pas un hasard qu'il n'y soit pas, parce que pour Anderlin, les Juifs en France, c'est le CRIF. Bon, alors effectivement, Vidal-Naquet n'a pas pointé au CRIF. Mais on reviendra peut-être sur la question de la judéité. Mais sur le type de travail que j'ai pu faire là, j'ai été amplement facilité dans la réalisation de cette biographie, parce que Vidal-Naquet s'auto-archivait. Alors, il y avait effectivement, comme tu dis, Isabelle, ses mémoires, puisqu'on j'avais déjà, et effectivement c'est un texte qui pour moi a été un livre de chevet pendant longtemps, ces 2 volumes de ses mémoires où il s'est déjà raconté. Donc il y avait déjà... Bon, mais c'était son regard sur lui-même. Après, moi j'aime bien croiser les regards, et donc effectivement voir les regards des autres sur lui-même, les effets qu'il a eus, les milieux qu'il a traversés, et comment les autres ont perçu son action, son comportement, son œuvre. Et donc je pense que pouvoir avoir pu apporter là des choses. Et puis quand il a écrit son autobiographie très longue, il n'a pas écumé toutes ses archives. Or, effectivement, là, j'ai bénéficié de ces archives extrêmement abondantes qui sont à l'École des hautes études
et qui sont classées. Hein, la correspondance est classée, elle est très abondante, par dossier. Vous avez, on y reviendra peut-être, mais sur l'affaire Tangor, il y a au moins 10 à 15 cartons énormes. Bon, donc voilà, et comme il gardait tout, absolument, dès qu'il y avait les mentions de son nom, d'une cause, etc., c'est là, dans les archives. Donc, j'avais là un matériau absolument énorme, ce dont, évidemment, en tant que travaillant sur une biographie, je me suis réjoui de cela, parce que j'ai commencé pour ma première biographie dans une situation de handicap absolu, puisque ma première biographie a été consacrée à Paul Ricoeur en 1997, et Ricoeur, je ne le connaissais pas, j'avais absolument envie de travailler sur lui, et me manifestant à lui, il m'avait dit, bon, je ne vois pas d'inconvénient, mais laissez-moi tranquille. Hein, donc, vous n'aurez pas ni mes archives, ni d'entretien, etc. Je l'ai connu après. Mais donc j'étais coupé de toute archive, hein, quand j'ai fait ma bio, qui était encore plus volumineuse, de Paul Ricoeur. Et donc j'ai dû, alors ça c'est un peu ce qui caractérise aussi mon travail, j'ai dû compenser par une espèce d'inflation, de pléthore d'archives orales, où je suis allé solliciter des témoins, des proches et des lointains. Et alors j'ai gardé cela pour toutes mes biographies, parce que je juge que c'est extrêmement riche, les témoignages, effectivement ils disent des choses qu'on ne trouve pas dans l'écrit, et donc là aussi pour Vidal-Naquet, j'ai peut-être moins que pour Ricoeur, mais j'ai vu une centaine de personnes quand même. Donc c'est évidemment là aussi un gros travail d'enquête orale auprès du travail d'enquête archivistique. Évidemment, pour travailler sur les archives, il faut les autorisations ad hoc, et je me suis adressé à son épouse, Geneviève, qui m'a donné l'autorisation de la consultation des archives, et malheureusement, elle a disparu dans l'été qui a suivi, donc je n'ai pas pu recueillir son témoignage. Elle devait être évidemment la première témoin sur la vie de son mari. Peut-être juste une toute petite, un petit complément. Tu as donc beaucoup de témoignages, beaucoup de lettres aussi, correspondance abondante, et tu dis donc qu'il s'agit aussi de trier. Et moi, je me posais la question de la limite de ce qu'on peut dire ou ne pas dire, parce que tu dis qu'il y a beaucoup de choses qu'on t'a dites qu'il n'avait pas raconté lui, mais voilà, où te fixes-tu la limite de ce qui est, de ce qu'on peut garder ou pas, de ce qui peut se dire ou pas? Oui, alors derrière ta question, il y a effectivement une critique d'une naïveté qu'on peut avoir en pensant que l'archive, avec un grand A, est donnée et puis qu'on en a communication. Non, évidemment, là, je crois que je préfère le terme effectivement d'archivation que je reprends à Ricoeur, pour bien spécifier que l'archive, elle tombe pas comme ça du ciel, et elle est classée. Et il y a derrière quelqu'un qui derrière ce classement. Et puis non seulement elle est classée, mais elle est triée. Et donc évidemment, je n'avais pas tout. J'ai dit qu'elle était extrêmement abondante, c'est sûr, révélant des tas de choses. Mais il y a une part, et je suis bien conscient, qui m'a échappé, parce que il est évident qu'il y a eu un tri initial avant communication à l'école des hautes études de ces dites archives, c'est sûr. Après, le travail du biographe, et là, la deuxième partie de ta question pose un problème déontologique. Qu'est-ce qu'un biographe peut dire ou ne peut pas dire? Jusqu'où peut-il aller dans la sphère de l'intime, dans la sphère de mise en transparence de l'autre? Qu'est-ce qui est obscène au sens de doit pas occuper la scène? Eh bien, là, c'est des questions qui sont effectivement problématiques, qui sont pas évidentes, qui touchent le moment de l'écriture de la biographie, l'existence du biographé, là qui n'est plus là, mais qui a des ayants droit, des enfants,
Et donc là, oui, c'est sûr que le biographe marche sur des œufs, davantage quand il est dans une histoire du temps présent, davantage que quand il est médiéviste, où là, l'intégration dans l'intime va moins remuer. Et là, effectivement, les témoignages sont une richesse qu'a l'historien du temps présent. Et c'est en même temps, pour reprendre le titre d'un livre de Marc Ferraud, une histoire sous surveillance, c'est-à-dire c'est une histoire sous surveillance des témoins. Et là, vous ne pouvez pas tout à fait tout dire. Enfin, et donc, il y a effectivement une part de l'intime que, disons, sur lesquelles je suis très allusif, pour ne pas dire plus. Oui, alors, et d'ailleurs, une pratique quand même en tant qu'auteur, que biographe, que tu as habituellement, c'est de ne pas avoir de lecture préalable. C'était facile avec Nora, ça l'était peut-être moins dans ce cas-là. C'était facile de ne pas avoir de lecture préalable. C'était pas facile avec ça a été rendu facile par la grandeur, je dirais, de Pierre Nora. Mais c'était pas si facile, et pour lui et pour moi, parce que quand j'ai fait ma biographie de Nora, l'essentiel de mes archives, c'était les archives Gallimard. Donc, il m'autorisait à les consulter, mais tout en me disant, écoutez, qu'est-ce que va dire Antoine Gallimard de l'utilisation d'archives? Et là, c'est vrai que d'ouvrir les dossiers d'auteurs, j'avais accès à des informations pécuniaires, par exemple, ou autres, qu'il était difficile de mettre sur la place publique. Donc, c'était pas si facile. La grandeur de Nora, ça a été alors que je lui disais que j'allais lui soumettre le manuscrit, ça a été au bout de course de me dire, écoutez, non, pour vous et pour moi, le mieux c'est que je ne vois rien, que je ne découvre pas votre manuscrit avant publication. Ce qui était un beau geste, parce que effectivement, j'aurais pu transgresser la ligne jaune à plusieurs reprises. Alors pour Vidal-Naquet, j'ai accédé à la demande. Il a trois fils, qui ont demandé à voir le manuscrit, mais sans l'idée de le censurer, simplement pour voir s'il n'y avait pas des erreurs, des coquilles qui s'y étaient glissées, ou pas sur le plan des interprétations. Et là, effectivement, je leur ai soumis, ce qui n'a pas posé, ils ont corrigé, effectivement. Il se trouve qu'on laisse toujours passer des coquilles, il y en a encore, pas beaucoup, mais il y en a encore quelques-unes qui seront corrigées à la réimpression. Mais là, par exemple, je me trompais sur le jour de sa disparition. Ça ne change pas fondamentalement les choses, mais enfin, je dois aux enfants d'avoir corrigé là d'un jour, le jour de sa disparition, ce qui est ce genre de précision tout à fait importante. Alors, quittons le privé et l'intime pour aller vers le public, justement. Alors, comme personnage public, et c'est ce qui est au cœur de ton œuvre, c'est une figure d'intellectuel, bien sûr, sur laquelle tu as à nouveau porté le regard. Et justement, la question, c'est quelle figure d'intellectuel? Où est-ce qu'il prend place? On voit bien la généalogie dreyfusarde, bien entendu. On voit bien le fait qu'ils viennent de la sphère de légitimité de l'écriture de l'histoire. Mais est-ce qu'on peut dire que Pierre Vidal-Naquet est un intellectuel historien, comme il peut y avoir des intellectuels avocats, dans sa façon d'écrire et de s'engager plutôt dans le champ public? Voilà, je crois qu'il faut... ta question est tout à fait fondamentale, mais je crois qu'il faut quand même... je pense que peut-être vous le savez tous, mais pour comprendre quelle figure d'intellectuel il est, il faut quand même rappeler en quelques mots, je ne veux pas être trop long, mais en quelques mots, la scène matricielle qui va surdéterminer tout son parcours et tous ses engagements et la manière dont il se positionne comme intellectuel. Et la scène matricielle, il est dans une famille de la bonne bourgeoisie française, juive, askénaze, totalement assimilée.
pour lesquels voilà, leur patrie, c'est la France, et c'est la France avant tout. Et pourquoi c'est la France ? Parce que la France, pour eux, c'est l'universel, c'est les droits de l'homme, c'est la Révolution française, c'est la République. Et ça renvoie à tout le 19e siècle, de cette assimilation des intellectuels juifs, d'une bourgeoisie juive, dans l'État, ce que Birnbaum appelle les juifs d'État, qui effectivement est totalement assimilée, et pour lesquels voilà, la République, les valeurs républicaines et démocratiques sont voilà, le monde nouveau pour lequel il faut se battre. Bon. Et qui est incarné par l'histoire française et la Révolution française. Alors, il vient de cette famille-là et d'une certaine naïveté de son père. Alors, parce que cette famille assimilée, son père est avocat, il va être en tant que juif radié du barreau, et il va rejoindre sa famille qui est à Marseille, dans une grande maison de la belle famille, qui a 3 étages, dans un beau quartier de Marseille. Et là, ils se retrouvent tous avec une gouvernante, parce qu'ils viennent d'avoir un bébé, Claude Vidal-Naquet, et ils ont une gouvernante de l'organisation Todd qui habite la maison, le premier étage. Et il se trouve que les amis, les proches ne cessent de dire au Vidal-Naquet, mais on est en 44, au printemps 44, vous êtes fous, il faut partir. En plus, avec une gouvernante allemande, les choses deviennent absolument épouvantables. L'essentiel de la famille est dans le Vercors, caché. Il faut partir de là. Et puis, en fait, l'avocat Lucien, le père de Pierre, est tellement confiant dans la France, il se sent tellement protégé par la France qu'il ne sent pas le danger. Et quand, pour une histoire de salade, il y a un petit accrochage entre la gouvernante et Lucien, père assez autoritaire, eh bien, la gouvernante lui dit « Vous aurez de mes nouvelles d'ici 48 heures ». Il arrive le dimanche, 48 heures après, ils dînent ensemble, dîner familial, rien ne se passe. Et le père de dire, vous voyez bien, je vous l'avais dit, on est resté 48 heures, les menaces en l'air, et le lundi matin, tout le monde va au travail. Heureusement d'ailleurs, le père Lucien dit à Pierre, qui a 14 ans alors, tu peux aller voir une exposition, profitons-en, on va voir une exposition de peinture dans Marseille, après tes cours. Et en fait, il n'avait pas compté que pour la gouvernante, dimanche ne comptait pas. Et le lundi après-midi, arrive la Gestapo qui arrête à la maison le père, la mère, qui seront déportés à Drancy, puis Auschwitz, et qui seront gazés. Le petit gamin est là il a pu passer, la mère a pu le passer à une voisine. Mais ça ne passera pas quand même, parce que le petit frère, on y reviendra d'ailleurs sur l'évolution de Pierre Vidal-Naquet, mais à 20 ans, pour une histoire d'amour, mais pas seulement, une histoire de cœur, évidemment, on ne peut que mettre en relation, il a 6 mois là, ce qui va se passer en 64, 20 ans après, il se fait lui-même sa chambre à gaz. C'est-à-dire qu'il achète un panier d'osier, il achète une bonbonne de gaz et il se suicide. Et puis il y a est pris aussi le frère cadet, François, qui deviendra avocat d'ailleurs. Il est à la retraite là, mais il est toujours de ce monde à Marseille. Et le petit François qui a 12 ans, son père lui dit « Fais ta valise petitement ». Donc il va pour partir pour être gazé lui aussi. Et il se dit, il raconte ça, il dit, j'avais 12 ans, j'étais assis avec ma petite valise petitement, là. Il s'est dit, c'est trop con de mourir à 12 ans. Et puis sa mère lui dit, écoute, la Gestapo va être très concentrée sur nous, donc au moindre écart, tu files, t'essayes.
Et effectivement, il va courir comme un malade, dévaler l'escalier, passer dans le jardin, passer le mur et sauver. Et là, effectivement, et puis je passe les détails, mais Pierre va pouvoir être prévenu par ses camarades de classe de ne pas rentrer chez lui. La femme de ménage, je ne sais plus, la cuisinière va prévenir Aline, la sœur, elle aussi, la petite, de ne pas rentrer à la maison. Bon, donc la plupart des enfants vont être sauvés, mais les parents vont disparaître. Et ça, c'est la scène absolument matricielle qui va évidemment fondamentalement faire en sorte que le travail de deuil est impossible pour Pierre, d'autant qu'il a un rapport extrêmement fort, ça c'est mon hypothèse, je ne veux pas jouer les psychanalystes de bazar, mais à son père. C'est-à-dire que c'est comme tous ces Français juifs assimilés, c'est-à-dire qu'ils ont une réputation d'être des bêtes à concours. Et il faut qu'il soit premier, il faut qu'il soit excellent. Et il est premier, et il est excellent, et il est premier partout. Son frère m'a dit, François, qui est 2 ans de moins, moi, notre père nous battait quand on avait de mauvais résultats. Jamais Pierre, parce qu'il avait toujours des bons. Moi, je n'avais que de bonnes notes, donc je recevais des raclées. Père très très autonome, il avait son bureau, il faisait peur, il recevait ses enfants dans son bureau, l'état des notes, etc. Récite-moi en latin tel et tel poème. Voilà. Et là, incontestablement, il y a chez lui le nécessaire regard du père qui le porte vers l'excellence. Et ce père, voilà, il n'est plus là. Il n'est plus là. Et puis la mère, très importante aussi, et il dira d'ailleurs qu'à la limite, son père, qui a résisté, qui a eu des actions de résistance, il est mort dans un combat, et ça peut s'expliquer, mais que sa mère soit morte, c'est encore plus inexplicable et encore plus intolérable. Donc, il vit avec ça, et une certaine anxiété qui fait que, d'ailleurs, dans son comportement, d'une certaine manière, il est resté gamin, c'est-à-dire qu'il n'a pas grandi. Il n'a pas grandi, et ça me fait penser à ce que m'a dit, d'ailleurs, Patrice Laureau à propos du livre Le Tambour. Le Tambour, où vous avez ce gamin qui ne parle plus, ne grandit plus, mais quand il crie, hop, des vitres éclatent, etc. Et parce que, justement, pendant le totalitarisme, il ne peut plus grandir. Alors, il y a ce côté chez lui, et d'anxiété qu'il aura jusqu'au bout, qu'il gardera, et avec ce côté de mission, c'est-à-dire pour répondre à ta question sur l'historien, pour lui, on y reviendra peut-être, mais pour lui, l'histoire, c'est pas une profession parmi d'autres, c'est pas un métier parmi d'autres. Non, c'est une mission, et effectivement, mission de justicier, d'une certaine manière. Donc, il y a effectivement la fonction, là, avocat et historien. On retrouve la profession et du père et du grand-père, parce que c'est toute une filiation d'avocats. Et de justicier, avec cette phrase qu'il ne cesse de citer, de Chateaubriand, que lui a lu son père en 1942, devant l'abjection du silence. L'historien peut être le vengeur des peuples. Sur la fin, il dira, il y avait un peu d'hubris, de démesure à dire que l'historien peut être le vengeur des peuples. Mais, en tout cas, voilà, il y a ça qui le meut jusqu'au bout. On y reviendra sur toute une série de tableaux. Alors, en même temps, quel type d'intellectuel ? D'intellectuel qu'il appelle, il reprend ça d'ailleurs à Emmanuel Mounier, parce qu'il est assez proche de la revue Esprit, d'intellectuel engagé, dégagé. Et il y a l'aspect chez lui double, toujours en tension, toujours en tension. Il dira d'ailleurs qu'il faut être, c'est un propos de Montaigne, Gibelin chez les Guelfes et Guelfes chez les Gibelins. Ce côté, il dit
passionné passionnel, hein, qui est animé par ce drame, cette brisure, ce qu'il appelle la brisure première, et en même temps le côté historien, distance historienne, volonté d'objectivation, de retrouver la factualité réelle, le freine dans sa passion. Hein, et donc, heureusement qu'il a un frein, parce que on va voir que de temps en temps ça dérape. Sur le plan passionnel. Mais en même temps, c'est très riche, parce que il est toujours habité par cette passion, et en même temps, donc, il dira aussi à sa femme, juste avant le mariage, que pour un juif athée qu'il est, eh bien, l'histoire lui apparaît comme le seul substitut possible à la religion. Hein, c'est dire donc qu'il a un rapport à l'histoire quasi mystique. Bon, c'est pas Michelet, hein, je ne veux pas en faire un Jules Michelet, c'est une pratique de l'histoire très différente, mais il a comme ça, d'ailleurs, à ses doctorants, à ses proches, etc., quand il disait à ses proches, vous avez fait œuvre d'histoire, ou vous êtes historien adoubé par Vidal-Naquet, c'est décoré, c'est de la croix de la Légion d'honneur, c'est le sommet du sommet. Là, et dans sa hiérarchie des fonctions, l'histoire est très dominante. Alors, Dreyfusard, tu l'as dit, et oui, c'était d'ailleurs mon intention initiale, hein, c'est l'éditeur qui a mis une vie. Bon, voilà, j'ai laissé faire, mais fondamentalement, moi, mon sous-titre eût été, enfin, c'est des chapitres, hein, l'intellectuel Dreyfusard, parce que c'est évident qu'il est là en continuité avec une certaine posture de l'intellectuel, qui n'est pas l'intellectuel sartrien universel, qui n'est pas l'intellectuel spécifique foucaldien, qui n'est pas l'intellectuel deleuzien, qui est l'intellectuel Dreyfusard. Et là, il y a toute une filiation, hein, c'est-à-dire que la famille Naquet a beaucoup œuvré dans l'affaire Dreyfus, hein, donc là, il se revendique d'une histoire qui est un récit de filiation familiale, qui l'ancre dans l'affaire Dreyfus. Il terminera d'ailleurs en 2006, il meurt en 2006, avec une conférence qui s'appelle « Mes affaires Dreyfus ». C'est-à-dire que pour lui, chacun de ses engagements est de l'ordre de l'affaire Dreyfus. Il faut faire valoir la vérité, il faut faire valoir la justice. Hein, on y reviendra sur les causes qu'il a traversées, mais c'est des thématiques que vous retrouvez tout au long de sa vie, et quelles que soient les périodes. Hein. La vérité et la justice, et d'ailleurs, il l'a défini c'est une définition typologique un peu réductrice, mais éclairante sur Vidal-Naquet lui-même. Il l'a défini à propos de la guerre d'Algérie. Sur la guerre d'Algérie, il a dit il y a trois formes d'engagement contre la guerre d'Algérie, hein, par rapport à ceux qui se sont battus contre la guerre d'Algérie. Il y a l'engagement bolchevique, hein, celui, par exemple, de son amie, sa grande amie Madeleine Rébériou, bon, qui était au Parti communiste. Bon, il y a l'engagement tiers-mondiste, anticolonialiste, l'engagement un peu de Sartre, hein, qui dénonce dès 1945 le système colonial, hein, dans les temps modernes. Et puis il y a l'engagement Dreyfusard. Bon. Et l'engagement Dreyfusard, c'est lui. C'est-à-dire que, alors, qu'est-ce qui va spécifier cet engagement Dreyfusard, hein? C'est la torture. L'engagement moral, éthique contre la pratique de la torture. Et là encore, on y reviendra peut-être, mais la torture en toute situation, quelle que soit la cause. Hein, parce que là, effectivement, il ne défendra aucune forme de torture. Et là, ça le renvoie encore à la scène matricielle que je vous ai dit, parce que son père, avant d'être gazé, a été torturé. Et il l'a su. Oui, alors tu as déjà un petit peu abordé certains de ces combats ou certaines de ces facettes. Il y en a en gros trois principales dans le livre.
on pourrait résumer de manière un peu schématique avec Pierre Vidal-Naquet l'Algérien, Pierre Vidal-Naquet le Grec, Pierre Vidal-Naquet le Juif, en gros. Donc le premier engagement, véritablement, c'est dans le cadre de la guerre d'Algérie. Tu l'as déjà un petit peu évoqué, contre la torture. Mais c'est en fait un engagement, ces engagements-là, ils s'enchevêtrent. C'est-à-dire que, par exemple, dans le cadre de l'Algérie, tu parlais du souci de vérité, il est tel que la condamnation de la torture, elle se fait dans les deux camps et au-delà, après la décolonisation, le combat continue aussi pour la vérité et la justice qui concerne le régime algérien dans l'indépendance. Alors, justement, ça, c'est une facette qu'on oublie un peu, c'est la durée et la manière dont ces combats sont enchevêtrés. Oui, l'Algérie, effectivement, il ne va cesser d'intervenir sur le dossier algérien depuis son premier engagement. Alors, le premier engagement, effectivement, tu as raison, c'est son premier engagement, et il faut le rappeler, c'est ce livre, L'affaire Audin, qui paraît en mai 58. Effectivement, en mai 58, il se passe des choses. Donc, la première couverture du livre est pas évidente. Hein, en mai 58, avec la mort de la 4e République, l'arrivée du général de Gaulle, la proclamation de la 5e République. Et là, c'est une affaire qui est tout à fait significative de la posture de Dreyfusarde. De Vidal-Naquet. Il est alors jeune assistant d'histoire grecque auprès d'un ponte de l'histoire grecque qui est Von Elfenter à l'université de Caen. Et il découvre en lisant Le Monde, il a un rapport particulier au Monde, on y reviendra peut-être. Il lit dans Le Monde la lettre de Josette Audin qui dit voilà, j'ai pas de nouvelles de mon mari et l'armée prétend que mon mari s'est évadé. Bon, curieux parce qu'on a des enfants, je vois mal mon mari s'évader et ne pas avoir de nouvelles. Donc curieux. Bon. Puis suit un article une lettre de Bruat, Jean Bruat, historien communiste, qui dit bah oui, c'est ignoble de laisser sans nouvelles une femme, son mari, tout ça, que fait l'armée française. Bon. Et Vidal-Naquet se dit voilà, moi cette thèse de l'évasion de Maurice Audin, mathématicien, communiste, jeune communiste, bon, est complètement invraisemblable. Et je peux aider Josette Audin justement à découvrir la vérité. Et il lui écrit et il lui dit bon, voilà. Et c'est là où il fait valoir justement à la fois cette posture d'intellectuel Dreyfusard et d'historien animé par la question de la vérité et de la preuve. Et il lui dit je peux vous être utile, je viens d'avoir l'agrégation. Voilà. J'ai une compétence, un savoir-faire, je suis agrégé d'histoire, c'est pas pour se vanter d'être agrégé, mais voilà, il se dit, mon savoir-faire d'agrégé d'histoire, je vais le mettre au service de Josette Audin, qui dit oui, et il va mener une enquête extrêmement minutieuse sur cette affaire et sur la thèse, pour démonter la thèse de l'armée. Consiste à dire, voilà, on était en jeep, on est allé d'Elbiar à tel endroit, et puis le type, il est parti. Bon, il était torturé, il n'arrivait pas à marcher, donc on ne sait pas comment il a pu courir, mais voilà, donc c'était complètement invraisemblable. Et il démonte ça donc minutieusement, en voyant le temps de parcours, avec des plans, etc. Sur un plan extrêmement factuel, précis de la méthode, enfin la plus classique en histoire, qui est celle de l'école méthodique du 19e siècle, hein, de la critique interne et externe des sources. Bon. Et puis, il dit à son ami Jérôme Lindon, qui dirige
les éditions de Minuit. Il dit, bon, on va faire une petite plaquette, etc. Et Jérôme Lindon lui dit, non, il faut faire un livre. Il faut faire un livre. Et lui n'avait jamais fait de livre. Et donc, il semble d'ailleurs que, d'après mon enquête, ce livre ait été pour beaucoup écrit par Jérôme Lindon. Parce qu'en fait, une fois que François Gèze, à la découverte, a republié toute une série de choses publiées par les éditions de Minuit, Lindon a refusé de publier à la découverte ce livre parce que c'était un peu le sien. Bon, et pas seulement en tant qu'éditeur. D'ailleurs, Vidal-Naquet le dit, ce livre aurait dû être signé à deux. Bon, et donc voilà, il mène l'enquête. Et alors, il est très intéressant de noter là dans la correspondance entre Josette Audin et Vidal-Naquet que c'est là où on est dans l'intellectuel Dreyfusard. Vidal-Naquet dit à Josette Audin non, parce que Josette Audin est militante communiste. Donc, dit, ben voilà, on va faire de ce cas une dénonciation du colonialisme, une dénonciation de l'armée. Non, pas de ça. Non, on dénonce rien du tout. On établit les faits. C'est tout. On sera efficace qu'à partir du moment où on découvre la vérité. Bon. Comme dans l'affaire Dreyfus. Bon. Et effectivement, il arrive et il lui dit, mais voilà, vous allez surtout me raconter ce que vous savez. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois s'il le faut. Pour être au plus près de la factualité de l'événement. Et on va en faire un livre qui ne sera pas un livre idéologique, qui ne sera pas un livre de parti pris politique sur le colonialisme, qui sera un livre sur comment, effectivement, on a monté une scène fausse, comment on dénonce là un faux, l'évasion, la scène de l'évasion, et comment, effectivement, votre mari a été proprement assassiné par l'armée française. Ce qu'on sait aujourd'hui, mais il a fallu le temps. Vous voyez qu'il a fallu attendre très longtemps pour qu'il y ait reconnaissance par l'État français de l'assassinat de Maurice Audin, puisque ce n'est que récemment, et heureusement avant la mort, puisqu'elle a disparu de Josette Audin, que le président de la République est allé voir et demander pardon à Josette Audin au nom de l'État français. Bon, et de reconnaissance d'un crime de l'État, même si déjà François Hollande, notre président, avait déjà préparé les choses en disant que oui, que Audin était mort à Elbia. Donc ça veut dire que la thèse de l'évasion était une fumisterie. Donc effectivement, et comme tu dis, Isabelle, ce dossier algérien, il ne le quittera jamais. Il ne le quittera jamais. Et il aura toujours cette... je vous disais sur la torture. Il s'est opposé donc à la torture, là, parce que Audin a été victime de la torture. Alleg a été victime de la torture, etc. Mais quand ses adversaires politiques qui l'ont menacé, Vidal-Naquet était évidemment sur les listes noires des gens à abattre pour l'OAS. Bon, eh bien... Quand les gens de l'OAS seront torturés par l'armée française, il émettra les mêmes protestations au nom du fait qu'on ne torture pas sur le plan. Que c'est, sur le plan moral, inadmissible, quelle qu'en soit la cause. Et là, il sera intangible, inflexible sur ce principe. Et de la même manière qu'il a contribué, avec d'autres, à ce que l'Algérie devienne algérienne, et donc à l'indépendance de l'Algérie, il va se faire extrêmement critique, très critique, sur le pouvoir algérien. Et lui seul, lui avec son éditeur François Gèze, vont signer des textes extrêmement durs sur dénonçant la clique bureaucratico-militaire qui dirige l'Algérie indépendante. Et donc là, et il refusera d'ailleurs, parce qu'il aura des amis qui vont être en prison en Algérie, il refusera des invitations en Algérie. Il ira en Algérie, mais à d'autres moments, il refusera parce qu'il y a des pratiques qui lui sont absolument intolérables en Algérie. Et donc, il y a là, oui, jusqu'au bout, un dossier algérien qui ne s'arrête pas à la fin de la guerre d'Algérie et qui se poursuit et jusqu'au bout.
Alors ça, c'est Pierre Vidal-Naquet, l'Algérien. Mais tu l'as dit, Isabelle, il y a Pierre Vidal-Naquet, le grec, ou plus exactement, l'historien de la Grèce antique. Il se trouve qu'ici, on est 3 contemporanéistes, avec une certaine lacune de compétences de ce côté-là. Mais c'est pas exactement ça qui nous intéresse. Il ne s'agit pas de refaire le dossier de quel historien de la Grèce antique il a été. En revanche, il a appartenu à une école, l'école de Paris, celle de l'anthropologie appliquée aux études de la Grèce antique, dans laquelle, et c'est ce que dit le livre, il figure un des 3 mousquetaires, avec Jean-Pierre Vernant, qui à Toulouse, évidemment, est de mémoire forte, avec Marcel Détienne donc, et Pierre Vidal-Naquet, 3 mousquetaires auxquels tu adjoins une d'Artagnan, avec Nicole Laureau, qui serait la d'Artagnan de ces 3 mousquetaires. Alors, question moins souriante d'une certaine façon, plus reposée. C'est au fond, dans cette galerie de 3 portraits d'hommes et d'historiens, et puis d'une historienne à grosse personnalité, tous les 4 à leur façon, quelle place donner à Pierre Vidal-Naquet comme historien de la Grèce ancienne? Quel apport qui serait spécifique cette fois-ci dans cette école de l'anthropologie historique? Oui, alors tu as absolument raison sur la Grèce, qui est effectivement un apport essentiel. C'est un apport collectif, c'est-à-dire qu'effectivement, il participe à cette dite école de Paris, au centre Gernet, qui a été longtemps rue Monsieur-le-Prince, à Paris dans le 6e, où effectivement ils avaient des locaux et ils menaient un travail de recherche collectif, de séminaire, et où effectivement se sont liés très très fortement ces 3 mousquetaires plus. Alors l'expression mousquetaire et d'Artagnan, elle n'est pas de moi d'ailleurs, elle est de Vernant lui-même. Disons que la plaque tournante au départ de ce renouvellement de la Grèce, c'est Jean-Pierre Vernant. C'est Jean-Pierre Vernant qui est plus âgé, il a 16 ans de plus que Vidal-Naquet. On a l'habitude de dire, parce qu'ils ont beaucoup publié ensemble, Vernant, Vidal, donc on a l'habitude de les mettre ensemble, ce qui est vrai, ils étaient très proches, mais il y a une différence générationnelle qui fait d'ailleurs que dans les engagements, Vernant, vous êtes bien placé pour le savoir à Toulouse, la résistance, évidemment, et pour Vidal, c'est plus la période postérieure. Mais effectivement, il y a là un renouvellement majeur qui est allié à l'anthropologie. C'est-à-dire qu'on a là la constitution d'une anthropologie historique qui est assez marquée d'ailleurs par l'ère du temps, des années 50, 60, 70, qui est le paradigme structuraliste. Et là, manifestement, Claude Lévi-Strauss, l'étude des mythes chez Lévi-Strauss, le cru et le cuit, etc., va avoir une influence sur l'écriture historienne, parce que sur la Grèce, vous avez un peu... il y a plusieurs écoles, mais l'étude de la Grèce antique est dominée par la Sorbonne. Et la Sorbonne, c'est les études grecques classiques. Et en fait, ce sont des gens qui, pour la plupart, sont des littéraires. C'est-à-dire qu'ils étudient la Grèce parce qu'ils ont fait latin-grec. Et ils sont intéressés, ils ont découvert avec ravissement l'île de Mykonos et ils sont devenus spécialistes de la Grèce. Voilà, je plaisante un peu. Pour l'historien. Oui. Mais là, vous avez un autre enracinement avec le centre Gernet, puisque ça lui est reproché par certains, mais Vernant est philosophe. Il vient de la philosophie. Il vient de la philosophie. Il a pour maître Gernet, d'où le nom d'ailleurs du centre Gernet. Il a pour autre maître Ignace Meyerson, fondamental pour lui, la psychologie historique chez Meyerson, avec d'ailleurs des points qui ne sont pas tous positifs, puisque Meyerson est très allergique à la psychanalyse. J'ai appris d'ailleurs dans mon enquête que Meyerson, qui a pourtant traduit un livre de Freud,
quand il recevait dans son journal de psychologie historique des livres de psychanalyse, il les renvoyait à l'éditeur. Donc, c'est-à-dire, il te la main. Et on retrouve ça un peu chez Vernant, parce qu'il va y avoir une polémique sur Oedipe assez forte avec les psychanalystes. Et là, Vernant va croiser le fer au nom de l'anthropologie historique, de la contextualisation par rapport aux thématisations de Freud et des Freudiens sur la question. Manifestement, alors un moment... il y a les études de Vernant sur Hermès, Hestia, les binaires, les logiques binaires, l'espace de dedans, dehors, etc., qui va déployer pour comprendre cette Grèce et comprendre cette Grèce, l'homme grec en tant que tel. C'est-à-dire que l'idée de ce Sojourner, c'est de voir la singularité grecque et non pas seulement le berceau d'enfance de notre modernité dans lequel on est devenu adulte et eux étaient des enfants. Voilà, il y a une singularité là, une invention grecque. On retrouve d'ailleurs la même thématique chez un Castoriadis, l'invention de la démocratie. C'est pourquoi cette invention, mais non, il y a là quelque chose totalement innovant, un imaginaire social historique, pour employer une catégorie castoriadienne, pour expliquer le pourquoi de cette rupture. Et donc d'interroger l'homme grec dans ses croyances ou non-croyances, dans ses mythes, dans ses... voilà. Alors, Vidal-Naquet va être très imprégné par cela. Il va d'ailleurs, là encore, c'est un effet de la guerre d'un nouage par rapport à la guerre d'Algérie, puisqu'il va être un des signataires, vous savez, du fameux manifeste des 121. Il va être suspendu avec traitement quand même de son poste de camp. Et ça va lui permettre d'assister régulièrement au séminaire de Vernant. Et là, va se nouer entre eux. Et alors, nouer entre eux, alors que Vernant vient de la philosophie, pour Vernant, il le dira souvent, le vrai historien, c'est Vidal. Voilà, c'est Vidal parce qu'il y a un rapport comme ça chez Vidal-Naquet à l'archive elle-même. Il part du terrain, il part de l'empirique pour monter en puissance dans le concept. Ça ne veut pas dire que... Alors que la démarche de Vernant est plutôt contraire. Il part de la philo et puis il prend des exemples sur le terrain. Et Lévi-Strauss va beaucoup le marquer. Vidal-Naquet racontera qu'il va passer un été entier à lire tout Lévi-Strauss et que son ami Malamud lui a dit « mais c'est le cru et le cuit ce que tu fais ». Donc voilà, il se met à structuraliser et donc on a un moment là assez fécond d'ailleurs, parce que tous les moments du structuralisme n'ont pas été, toutes les réalisations n'ont pas été fécondes, mais l'école d'anthropologie historique sur la Grèce antique a été extrêmement fécond. Alors avec aussi des figures qui vont beaucoup être très importantes pour eux, qui est Moses Finlay par exemple, et Momigliano, des figures avec lesquelles, surtout Momigliano, il y aura rupture très dure, mais apparemment une broutille d'ailleurs, mais ça va être une figure. Alors Momigliano est très important pour Vidal-Naquet parce que c'est un grand historien juif italien qui enseigne aussi aux États-Unis, etc. Et Momigliano a beaucoup apporté sur un plan qui aujourd'hui est intégré dans nos considérations en histoire, mais qui à l'époque ne l'était pas encore, qui est l'historiographie, histoire de l'histoire, histoire de l'écriture de l'histoire. Et donc là aussi, c'est un apport absolument majeur. Et là où Vidal-Naquet a, je trouve même le plus apporté. Il a apporté dans la connaissance de la Grèce, évidemment. Il a été sensible là aussi sur la Grèce à tous les exclus, les muets de l'histoire. Là, il correspond aussi à cette sensibilité d'époque de l'historiographie, justement d'aller voir sous les héros de l'histoire, les vaincus de l'histoire ou ceux qui sont exploités par ces vainqueurs, les esclaves, les métèques, les marginaux, les femmes qui n'avaient pas droit à la parole dans la cité. Donc
voilà, il va ouvrir à tout ça. Cette société grecque, c'est pas seulement celle des citoyens ayant le droit de vote et dirigeants, mais c'est aussi toutes ces marges qu'il va exploiter, notamment dans ce texte tout à fait fondamental qu'est Le Chasseur noir, qui sera le livre sans doute qui pour lui est le plus important. Non, il n'est pas là. Le Chasseur noir, qui est d'abord un article, mais il va reprendre ensuite un recueil d'articles différents autour de cette question et qui effectivement touche les marges de la cité grecque. J'ai l'impression de repasser à l'agrégation en 88, puisqu'on avait citoyens et non-citoyens, et c'était vraiment directement inspiré de cette école d'anthropologie historique. Et par la suite, tout ce qu'on a pu faire, combien on a été nourri par ces lectures-là, et imprégné, même sans le savoir, y compris dans les pratiques d'historiens contemporanéistes aussi, bien sûr, et très fortement. Alors du coup, est-ce qu'il y a une école, Pierre Vidal-Naquet, puisqu'il appartient à l'école de Paris, mais lui, comment a-t-il essaimé ? Oui, alors là, j'en parle assez longuement, c'est-à-dire effectivement dans des chapitres qui sont les enfants du chasseur noir et les petits-enfants du chasseur noir, où j'essaie d'analyser un petit peu, d'évoquer le parcours d'un certain nombre d'historiens, historiennes, de ses disciples, de proches, puis de la nouvelle génération. Et là, je peux dire quand même que ce que j'ai découvert, c'est une actualité, une fécondité de cette orientation. Voilà, parce que au-delà des plus proches, bon, très connus comme François Hartog ou Françoise Frontisy ou Alain Schnapp ou Pauline Schmidt-Pantel, bon, je veux dire, ça c'est les plus connus, les premiers cercles, pour reprendre une formule à la Solzhenitsyn. Particulière pour Nicole Leroux, dans la série des successeurs. Alors, oui, elle est d'Artagnan, donc elle est, oui, enfin, à la fois disciple et collègue. Elle est dans l'entre-deux, hein, mais elle va jouer un rôle. Enfin, elle va être très proche, effectivement, de Vidal-Naquet, Nicole Leroux. Elle va, d'ailleurs, aussi par moment, par nécessité, parce que il se trouve que Vidal-Naquet va prendre la succession de Vernant dans la gestion du centre Gernet. Or, il n'y a pas plus mauvais gestionnaire que Vidal-Naquet, donc, parce que c'est le bordel complet, et donc il va falloir effectivement suppléer l'incompétence administrative de Vidal-Naquet. Donc plusieurs vont se mettre sur les rangs pour s'occuper de ceci et cela, tous les dossiers du centre Gernet. Et autre caractéristique, c'est que non seulement c'est un très mauvais gestionnaire, mais malheureusement pour lui, il a une santé extrêmement fragile. Et il va être beaucoup, enfin mon enquête me le montre, parce que j'ai vu des gens qui passaient leur temps dans les hôpitaux et qui ont fait tous les hôpitaux de Paris pour voir Vidal-Naquet. Il va effectivement très souvent être hospitalisé. D'ailleurs, il finit par faire de l'hôpital sa deuxième maison, où il reçoit dans son lit d'hôpital, et débraillé évidemment comme d'habitude. Et donc là, voilà, souvent. Il faut que le centre Gernet continue de mener son action, et j'ai découvert dans la correspondance que c'est Nicole Leroux qui, dans ces années-là, a en fait assuré l'intérim et pris en charge un certain nombre de choses. Et Nicole Leroux a le mérite là d'être allé plus loin, disons, évidemment sur l'histoire des femmes, et surtout d'avoir finalement transgressé cet interdit qui pesait sur la psychanalyse. Et donc effectivement là intégrer la lecture psychanalytique dans sa lecture de l'équilibre grec, de la stasis grecque. Et là, c'est un apport qui est
tout à fait singulier de Nicole Laureau par rapport à ce que je disais du refus là, de l'apport psychanalytique dans ce centre d'anthropologie historique. Mais il y a ce qui est rassurant, alors, c'est que effectivement, sur la lecture de la Grèce, s'il y avait à l'époque une espèce de clivage entre Jacqueline de Romilly d'un côté, donc la Sorbonne et la lecture classique, avec toute une série de spécialistes de la Grèce, et de l'autre côté, le centre Gernet. À l'époque, le centre Gernet apparaissait comme une petite minorité d'agités du bocal par rapport à l'institution des études grecques qui était tenue par la Sorbonne. Les choses, aujourd'hui, sont entendues. C'est-à-dire que qui a gagné, c'est bien sûr le centre Gernet. Et vous avez aujourd'hui les travaux les plus féconds, qui sont d'ailleurs récompensés par les prix. Je sais pas, les travaux de Paulin Ismar, par exemple, tout à fait remarquable sur ces esclaves d'État. Et cette espèce de mise à l'écart de la culture d'expertise pour préserver la citoyenneté dans la Grèce, c'est des choses qui viennent de cette école. Les travaux de Vincent Azoulay, qui aujourd'hui responsable et secrétaire de la revue des Annales. Donc il y a une position là tout à fait majeure au-delà des spécialistes de la Grèce, montre qu'une école a gagné, et cette école, c'est bien sûr l'école de Vernon et Vidal-Naquet. Donc oui, l'héritage est très important, très actuel, même si je dirais que la lecture un peu trop parfois structuralisée de certaines études des années 60-70 sont aujourd'hui un peu dépassées et remises en question par les nouvelles générations, mais qui considèrent que ça a apporté dans la lecture de la Grèce et qu'il faut aller voir un petit peu différemment. Alors, on aurait pu aborder encore beaucoup de choses. On va juste revenir sur un point. Juste, je voudrais préciser que tu as évoqué un petit peu le côté désordonné, brouillon, etc. Il y a tout un ensemble, ou débraillé même, oui. Il y a des passages absolument savoureux sur le portrait de Vidal-Naquet en professeur Nimbus, je signale quand même. Et puis, oui, un chapitre. Et également aussi peut-être des éléments qui sont très intéressants sur son rapport quand même assez complexe à la psychanalyse, et notamment qui passe aussi par l'affect. Avec le lien avec Laurence Kahn, psychanalyste, etc. Donc ça c'est intéressant parce qu'on voit qu'un certain nombre de ces engagements croisent l'engagement citoyen, l'engagement de l'historien, des affects personnels. On retrouve aussi ces éléments-là dans le dernier point qu'on va aborder, parce qu'on n'aura pas le temps de faire plus, mais qui est Vidal-Naquet juif. Et donc, ses engagements, son positionnement par rapport à Israël, par rapport à ses travaux, par exemple, sur Flavius Joseph. Et puis, bien sûr, dans sa lutte contre... Alors, je ne sais pas s'il faut parler de ce qu'il crée comme notion, le négationnisme, ou s'il en est celui qui va la diffuser, mais en tout cas, il est la figure de proue de ce combat contre le négationnisme et non pas le révisionnisme en réalité. Donc peut-être tu peux revenir sur ce qui... Oui, alors d'abord sur le professeur Nimbus, effectivement, je crois qu'il y a là... quelque chose qui effectivement m'a surpris parce que il est là la caricature de l'intellectuel. Alors je ne sais pas si c'est Dreyfusard ou pas, mais de l'intellectuel en tout cas totalement inapte à la vie matérielle. Et là, je crois qu'il faut rendre justice à son épouse, qui effectivement est un peu la sacrifiée de cette histoire, alors qu'elle avait devant elle une carrière tout à fait possible, puisqu'elle est aussi historienne. Elle a eu la malchance en passant le concours d'école normale sup, elle a échoué une première fois, mais la deuxième fois, elle était dernière ex-aequo. Et elle pouvait s'attendre à ce que les deux dernières ex-aequo soient intronisées. Eh bien, ils ont supprimé un poste. Et donc, elle s'est trouvée
première recalée ex aequo. Et donc, elle a dû abandonner. Et je veux dire que les échecs, Pierre Vidal-Naquet en a connu aussi, puisque son grand échec dans sa vie, il en pleurait encore à la fin de sa vie, c'est qu'il a passé 3 fois l'école normale sup et a raté 3 fois. Là, pour lui, c'était absolument impensable. Ce qui ne l'a pas empêché de faire une grande carrière. Il y a d'ailleurs un autre historien très connu qui a échoué 3 fois à l'école normale sup et qui a fait une grande carrière, et c'est son ami Pierre Nora. Bon, voilà. Et il se trouve que, bon, elle a fait un travail de recherche sur Jaurès. Il travaillait d'ailleurs lui aussi sur la première élection à Carmaux de Jaurès. Elle avait une carrière possible. Bon, elle a été professeure, très bien, elle a été professeure en lycée d'histoire, un professeur reconnu et apprécié par ses élèves. Mais évidemment, voilà, elle s'est effacée pour la carrière de son mari. Et s'y est effacée d'autant plus que Vidal-Naquet, je vous disais, était inapte à toutes les tâches matérielles. C'est-à-dire qu'il ne savait pas allumer un four, il savait pas. Ses enfants m'ont raconté comment, quand leur mère a été hospitalisée, ils se sont mis à faire la cuisine, sinon ils mouraient de faim. Enfin, c'est des trucs absolument invraisemblables. C'est sa femme qui montait la tente quand il campait. Alors la voiture, c'est j'ai tous les témoignages qui disent que monter avec lui en voiture, c'est effectivement rendez-vous avec la mort. C'est-à-dire que il conduisait, ça on me l'a décrit, mais y compris ses enfants, les amis, etc. Il conduisait. En discutant, alors l'intellect était toujours en tête, donc il discutait avec ses amis qui étaient derrière. Donc il regardait pas la route, il regardait derrière. Il n'avait pas besoin de l'iPhone, il discutait mais sans regarder la route. Et heureusement, son épouse était à côté en disant t'as pas mis le clignotant, il y a une voiture à droite, à gauche, etc. Elle jouait le GPS. Mais il paraît que c'était absolument affolant à plusieurs reprises. Parce qu'il a fait des routes difficiles. Il a fait la route yougoslave pour aller en Grèce, qui est la route, je l'ai faite à 2 chevaux, c'est pas une route facile. Et son fils de me dire, mais on sortait d'une station-service, on lui dit, il y a un camion, il continue. Et le camion, il est allé quasiment dans le ravin, parce qu'il continuait, lui. Et on lui dit, mais on t'a dit qu'il y avait un camion. Et il a répondu, mais je croyais que c'était une plaisanterie. Non, mais des trucs absolument hallucinants, au point que, alors ça a parfois des effets positifs. Il y a un de ses fils, oui, c'est le dernier, Vincent, qui m'a dit, mais j'ai lu comme ça tout Alexandre Dumas. Il me dit, j'ai dit, ah oui, oui, j'étais derrière la voiture, mais il fallait que je m'absorbe dans Alexandre Dumas, sinon si je regardais la route, je mourrais de trouille. La manière dont il conduisait. Donc on peut faire de bons lecteurs, mais en prenant un certain nombre de risques quand même. Donc il y en a comme ça des anecdotes, ou alors par moment, alors dans la vie matérielle, c'était absolument terrible. Et sur le plan, alors il y avait aussi alors sur le plan intellectuel, des obsessions. Je disais qu'il avait un rapport au Monde, au journal Le Monde, très particulier. Il avait noué une relation d'amitié avec Robert Gauthier, qui était dans les années 50 et après le rédacteur en chef adjoint du Monde. Bon. Rapport d'amitié qui s'est noué justement sur l'affaire Audin d'ailleurs, parce que en tant que responsable du comité Audin, Vidal-Naquet a fait passer un texte au Monde, et quand Gauthier lui a dit il y a 2-3 coquilles, il s'est tout de suite déplacé, il était au journal Le Monde pour voir, etc., pour corriger de lui-même les coquilles, etc. Bon. Et il en a fait quasiment une double fonction,
Hein, je ne sais pas comment il a fait, mais il paraît qu'il lisait à une vitesse impressionnante. Ça, il avait des capacités intellectuelles absolument remarquables. Donc, c'est l'époque, pour certains, vous vous en souvenez, pour les plus jeunes non, où Le Monde avait plusieurs éditions. Il y avait l'édition du midi, et puis il y avait l'édition du soir, fin d'après-midi. Bon. Eh bien, ce que faisait Vidal-Naquet, et tous les jours, mais c'était absolument invraisemblable, il achetait la première version à midi. Alors là, déjà encore, l'intellectuel à côté de ses pompes, puisqu'il habitait rue du Cherche-Midi. Il traversait la rue de Rennes. Je ne sais pas si vous imaginez la circulation de la rue de Rennes. Il ne regardait jamais s'il y avait des voitures. Il traversait la rue. Et alors, il allait au kiosque, il achetait Le Monde. Il revenait, il était déjà plongé dans Le Monde en retraversant la rue de Rennes. Miraculeusement, il n'a jamais été renversé par quelque voiture que ce soit. Et heureusement, par moment, il y avait quand même ses doctorants, ses proches qui tiraient en fonction de la circulation de voitures. Donc, il était plongé dans Le Monde et il repérait les coquilles. De la première à la dernière page, les coquilles qu'il y avait dans Le Monde. Et il téléphonait, c'était l'époque du téléphone, vous savez, le 28 à Asnières. Et donc, il appelait la rédaction du Monde en hurlant comment, dans le journal sérieux qui représente la France, page 40, je note une faute d'orthographe. Et donc, tous les jours, et au point que Maurice Sartre, qui à un moment arrive au Monde des livres pour s'occuper de rubriquer tout ce qui se produit sur l'Antiquité, on lui a dit, mais Maurice, c'est pas la peine de t'embêter avec les broutilles, des coquilles, etc. On a un correcteur bénévole. Le correcteur bénévole, c'est le Vidal-Naquet qui passait sur... Alors, outre cela, il a aussi beaucoup publié dans Le Monde. Enfin, ça lui donnait aussi un statut par rapport au journal. C'était un peu son journal dans lequel il publiait ses tribunes, ses états d'âme, ses prises de position, et puis aussi... Ses correctifs, parfois, aussi, quand il s'était planté. Des recensions. C'est correctif aussi quand, dans certains engagements, il s'était... Ah ben oui, c'est vrai, ses erreurs. Oui, la reconnaissance de ses erreurs, on y reviendra peut-être. Non, pas beaucoup. Oui, alors j'évoque alors une erreur, une erreur, voilà, parce que engagement, comme vous l'avez compris, c'est quelqu'un qui est très, très impulsif, très passionné. Bon. Et très, très convaincu des causes qu'il défend, et très engagé d'ailleurs. Hein, ça, je le dis par rapport, évidemment pour ses disciples, ses doctorants, ça a été un atout fondamental, parce que c'est quelqu'un qui s'engageait comme pour ses propres combats dans la carrière de ses disciples. Mais il s'est trompé, enfin, la plupart de ses causes ont été des justes causes, on peut dire, dans lesquelles il a apporté, et notamment l'affaire Rodin, mais il n'y a pas que celle-là. Mais il s'est planté dans les grandes largeurs sur une affaire qui a duré quand même une quinzaine d'années. Hein, c'était quand même là un plantage réitéré qui est la défense de Luc Tangor. Bon, là, il a été jusqu'au bout. Hein, il a postfacé un livre de Gisèle Tichanet, qui s'appelle « Coupable à tout prix ». Il a défendu Tangor. Il y a une correspondance, j'en cite que quelques mots, correspondance abondante entre Tangor prisonnier et Vidal-Naquet, qui vraiment dit qu'il va le défendre comme un père défend son fils, etc. Or, Tangor, c'est un violeur. Alors, évidemment, il n'a pas défendu un violeur, mais il était persuadé, alors que c'est un violeur, et ça a été attesté, il a récidivé, etc., il était persuadé de son innocence. Mais vraiment tellement persuadé qu'il a remué ciel et terre, et d'ailleurs il a fini par obtenir, au bout de pas mal d'années, par Robert Badinter, Robert Badinter était persuadé aussi de sa culpabilité, mais une grâce présidentielle, François Mitterrand, tellement il a fait le siège de tout le monde. Il y a eu une grâce présidentielle, Tangor a été libéré, hein, et il a récidivé. Et là, moi j'ai lu, et j'en ai donné
Parce que dire récidiver, bon, voilà, c'est abstrait. Moi, j'ai tenu, mon éditeur était un peu réticent, mais j'ai tenu là à ce qui est bien, parce que j'ai vu les dépositions des filles qui ont été violées. Et il faut voir la violence que ça représente. Et là, donc, j'ai cité assez abondamment ces 2 dépositions qui, effectivement, en disent long sur cette violence exercée. Et là, effectivement, il a eu l'honnêteté, bon, vous pouvez difficilement faire autrement, mais il a eu l'honnêteté de le reconnaître publiquement sous le titre « Nos erreurs ». Il a publié effectivement dans Le Monde le fait qu'il s'était trompé. Mais il avait dit, et là encore, l'affaire Dreyfus, il avait dit l'affaire Tangor, c'est l'affaire Dreyfus de Monsieur Tout-le-Monde. C'est-à-dire Monsieur Tout-le-Monde peut être victime d'une injustice et Tangor est en prison alors qu'il est innocent. Non, il n'est pas innocent. Et là, il s'est effectivement planté sur l'étude du dossier, où il a été pourtant bien informé, puisque le cas a été plaidé par son frère, François Vidal-Naquet, avocat à Marseille, puisque le Tangor en question était professeur de gymnastique à Marseille. Alors, sur la judéité, quand même, je ne peux que rapidement, effectivement, dire quelques mots, parce que c'est quelque chose de tout à fait essentiel. Cette question de la judéité ne va venir que progressivement. C'est-à-dire que ce n'est que très progressivement qu'il va s'assumer en tant qu'intellectuel juif, progressiste. Mais dans un premier temps, je dirais au moment de la guerre d'Algérie, dans les années 50 et encore au début des années 60, ce thème de la judéité, il est encore très dans l'assimilation totalement culturelle française. Et alors, les détonateurs sont de plusieurs ordres. Dans cette renaissance du thème de la judéité chez lui, il y a en 64, je l'ai dit tout à l'heure, le suicide de son petit frère Claude, qui se fait sa chambre à gaz. Ça le rappelle à sa judéité, lui qui s'est marié avec une catholique. Deuxième point, deuxième médiation, c'est Jérôme Lindon, qui lui donne à voir une traduction du livre de Gabriel. Et voilà, là, il est effectivement ramené par Jérôme Lindon à la question, effectivement, de la tradition juive. Troisième thématique, là encore, au milieu des années 60, c'est court, au programme qui se trouve est lié à la période hellénique et donc à l'histoire juive. Et puis, bien sûr, ce qui va être le détonateur, et ça va valoir aussi pour Pierre Nora, c'est la guerre des 6 jours. C'est-à-dire que 67, on est en un moment où un certain nombre de juifs pensent que le rapport de force est très défavorable à Israël, que effectivement, quand on voit les cartes à l'époque, dans la fin des années 60, on voit le petit État israélien, on voit l'immensité des pays arabes, on voit des dirigeants palestiniens qui étaient à l'époque Choukaïri, dont les thèmes étaient 1, la non-reconnaissance d'Israël, 2, les Juifs à la mer. Là, il y a eu effectivement une peur d'un nouveau génocide. Et là, ça a réveillé le juif en lui. Et là, Vidal-Naquet a pris parti. Donc on est fin mai, début juin, pour Israël, pour la défense de la politique israélienne. Alors, il va évidemment, guerre des 6 jours, donc le rapport de force va très vite se révéler être le contraire de ce qu'on pensait au départ. Moi, je me rappelle que je crois que c'est François qui, au moment où la guerre a démarré, c'était les Arabes envahissent, voilà, c'était prêt, quoi. Bon, dans le fantasme. Bon, la réalité des choses a été tout autre que vous le savez.
Et il a très vite, dès le mois de juin, appelé l'État d'Israël à ne pas humilier les vaincus et à reconnaître les droits aussi des Palestiniens. Et il s'est affirmé après cela comme, effectivement, il a adhéré à un certain nombre d'associations d'intellectuels juifs progressistes, et notamment avec son ami, ses amis, ce couple Marienstrass, Richard Marienstrass et Elise Marienstrass, qui défendent une conception diasporique de la judéité. C'est-à-dire qu'effectivement, ils s'affirment en tant que juifs, mais au niveau d'une culture à défendre, d'une diaspora, et qui est très critique par rapport à la politique israélienne. Et là, ce sera aussi une constante jusqu'au bout, et c'est les derniers textes qu'il a cités, trop c'est trop, etc., sont dans la condamnation, guerre du Liban, etc., de la politique israélienne et dans la défense des droits des Palestiniens. Là encore, vous avez l'élément double et la question de la traîtrise. Et on retrouve Flavius Joseph, étude fondamentale qu'il a publiée sur le bon usage de la traîtrise. Et chez l'historien juif Flavius Joseph, qui passe du côté romain, mais écrit la guerre des Juifs. Il faut absolument que nous remercions François Doss, bien sûr, chaleureusement de nous avoir permis ce dialogue. Merci beaucoup pour lui. Vous venez d'écouter à l'instant une rencontre avec l'historien François Doss pour la parution de son livre Pierre Vidal-Naquet, Une vie, édition La Découverte, à la librairie Ombre Blanche, mardi 21 janvier 2020. François Doss est l'auteur de plusieurs autres biographies, comme Paul Ricoeur, L'essence d'une vie, Michel de Certeau, Le marcheur blessé, et Gilles Deleuze et Félix Guattari, biographie croisée. En 2018, il a publié chez Gallimard La saga des intellectuels français 1944-1989.